Donc, la leçon d'aujourd'hui portera sur l'évolution du modèle atomique. L'étude de l'atome fascine les scientifiques depuis très longtemps. Il y a plus de 2500 ans, les philosophes grecs croyaient en l'existence d'une petite unité de la matière qu'ils nommaient atomos. De nombreuses études portent maintenant sur des particules beaucoup plus petites que l'atome. Les scientifiques croient que ces particules nous en diront plus sur l'atome. Elles éclaircisseront aussi de nombreux mystères sur l'univers et sa formation. L'atome, c'est la plus petite particule d'un élément qui a les propriétés de cet élément même. Donc, vous avez sûrement déjà vu cette image ici. Ça serait une image qui représenterait l'atome. Donc, évidemment, l'atome n'est pas visible à l'œil nu, puis sa largeur moyenne est de 10 à la moins 8 cm, qui donne ceci. Donc, tu vas te rendre à la page 180 de ton manuel pour faire l'activité 5.2 afin de comprendre à quel point un atome c'est petit. Donc, de la théorie particulière à la théorie atomique. Dans le chapitre précédent, tu as décrit, à l'aide de la théorie particulière de la matière, des éléments et des composés en fonction des particules seulement. Si tu retournes voir tes notes de classe, tu remarqueras qu'un des points disait que toute matière est constituée de particules minuscules. Un autre point disait que chaque substance pure possède son propre type de particules qui diffèrent des particules des autres substances pures et ainsi de suite. Tu sais maintenant que les éléments et les composés ont des propriétés très différentes. Toutefois, pendant des milliers d'années, les gens ne décrivaient pas la composition de la matière de cette façon. Donc, le premier scientifique ou philosophe qu'on va parler, c'est Démocrite. Donc, Démocrite, lui, disait que la matière est faite de petites particules invisibles qu'il a nommées atomos. Le deuxième philosophe, c'était Aristote. Donc, Aristote, lui, disait, au contraire de Démocrite, que la matière, c'est une différente combinaison de terre, d'air, de feu et d'eau. Et celui-ci, personne ne le contredit pendant 2000 ans. Donc, à cette époque, on pensait que tout était soit fait de terre, d'air, de feu ou bien d'eau. Donc, au début des années 1800, un enseignant anglais nommé John Dalton a étudié les variations chimiques de divers gaz et liquides. Il a réussi à séparer l'eau à l'aide d'un courant électrique. Il a donc constaté que l'hydrogène et l'oxygène avaient des propriétés très différentes de celles de l'eau. Donc, comme vous savez, vous l'avez appris, l'hydrogène et l'oxygène sont les deux éléments qui composent l'eau, mais lorsqu'on les sépare et qu'on les étudie de façon séparée, on voit que ces deux éléments ont des propriétés très différentes lorsqu'elles sont séparées. Donc, Dalton a utilisé sa preuve expérimentale pour formuler une théorie qu'on nomme maintenant la théorie atomique de Dalton. Donc, Dalton, lui, décrivait l'atome comme étant la plus petite particule d'un élément. Il disait que c'était une petite sphère dure et indestructible. Il s'est basé sur sa théorie pour élaborer un modèle de l'atome. Donc, voici la théorie atomique de Dalton. Le premier point, c'est que toute matière est composée de minuscules particules qu'on nomme atomes. Le deuxième point, on ne peut pas créer, détruire ou séparer un atome. Le troisième point, c'est que tous les atomes d'un même élément sont de taille et de masse identiques. Les atomes d'un élément n'ont pas la même taille ni la même masse que les atomes d'un autre élément. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que tous les atomes d'hydrogène, par exemple, ont une masse et une taille identiques. Cependant, si on compare les atomes d'hydrogène et d'oxygène, ils n'ont pas nécessairement la même masse et n'ont pas nécessairement la même taille non plus. Donc, le dernier point de la théorie atomique de Dalton, c'est que quand des atomes de divers éléments se lient en proportion définie, cela crée des composés. Donc, comme vous savez, si on lie l'hydrogène et l'oxygène ensemble, on sait que ça crée un nouveau composé qui est nommé l'eau. Donc, un peu plus tard, dans les années 1800, les scientifiques utilisaient des tubes à décharge gazeuse pour étudier les effets des courants électriques sur les gaz à basse température. Donc, la figure suivante, ici, montre une version moderne de ce tube. Les scientifiques ont découvert qu'une cathode, ça c'est un électrode qui est négative, ici, émet un rayon quand la pression gazeuse est très basse. Ce rayon se déplace ensuite vers l'anode, qui est de ce côté-ci, qui est un électrode positif. Puisque la cathode émet le rayon, les scientifiques ont déduit qu'il transportait une charge négative. Donc,
Joseph John Thomson a prouvé que les rayons sont constitués de particules à charge négative. Donc, ces particules sont des atomes. C'est lui aussi qui a découvert les électrons. Donc, les électrons, c'est le nom qu'on donne aux particules qui ont une charge négative dans l'atome. Les électrons sont les premières particules subatomiques que l'on a découvertes et étudiées. Particules subatomiques, ça veut dire que c'est une particule plus petite qui compose l'atome. Donc, à partir de ces expériences, Thomson savait qu'un atome n'avait pas de charge. Si un atome contient des particules négatives, nommées les électrons, il doit aussi contenir une substance positive, parce qu'on sait qu'un positif puis un négatif ensemble, ça donne une particule neutre, puis c'est comme ça qu'il est arrivé à cette théorie-là. Donc, Thomson a donc déduit Donc, Thomson a donc déduit que le modèle de Dalton était inexact. Il s'est basé sur sa preuve expérimentale pour décrire l'atome comme étant une masse de substance à charge positive parsemée d'électrons négatifs. Donc, ce modèle de l'atome est aussi appelé petit pain au raisin où les raisins représentent les électrons. Donc ça, c'est un schéma de son modèle. On voit l'atome parsemé d'électrons. Ça se compare un petit peu au pain au raisin. Donc on dit que c'est une masse positive qui a des électrons négatifs dessus. Donc, le modèle de Thomson était plus juste que celui de Dalton. Toutefois, son modèle a rapidement été revu par l'un de ses élèves qui a trouvé des nouvelles choses dans ses expériences. Donc, Ernest Rutherford, un scientifique néo-zélandais, c'est lui qui était l'élève de Thomson quand il a proposé son propre modèle atomique. Donc, lui a appliqué ses connaissances sur la radiation pour réaliser une expérience sur la structure de l'atome. Donc, lui, il voulait savoir c'est vraiment fait de quoi un atome. Il a lancé un faisceau de particules à charge positive, comme on voit ici, les particules alpha en direction d'une feuille d'or très mince, qui est ici ma feuille d'or. Donc, lui, selon le modèle de Thomson, s'attendait que les particules lancées en direction de la feuille d'or la traversent en ligne droite et que quelques particules soient légèrement déviées. Donc, la figure suivante montre qu'il a obtenu des résultats très, très différents de ceux auxquels il s'attendait. Rutherford a fait une observation étonnante. Donc, lui a conclu que la feuille d'or a repoussé certaines particules, ceux-ci, au lieu de toutes les laisser passer. Donc, le modèle de l'atome de Thomson ne pouvait pas expliquer cette observation. Donc, Rutherford a revu le modèle de l'atome pour qu'il corresponde à ses observations. Les particules alpha ont une charge positive et a donc déduit qu'une zone à charge positive dans l'atome a repoussé les particules alpha. Selon Rutherford, toute la charge positive de l'atome se trouvait concentrée au centre de l'atome et les électrons étaient séparés. Il a nommé ce centre très petit et dense le noyau. Donc, voici une image du modèle de Rutherford. Donc, comme on peut voir, à comparer à celui de Thomson, qui est ici, celui-ci, Rutherford a rajouté quelque chose. Il a rajouté le noyau. Donc, le modèle atomique de Rutherford montre un noyau dense à charge positive au centre de l'atome. Donc, Rutherford, avec ses expériences, lui, il croit aussi que les électrons, ils tournent autour du noyau, comme on peut voir dans cette image-ci. Donc, j'ai mon noyau en bleu, puis j'aurai mes électrons qui tournent autour. À cause de cette image, on a souvent comparé le modèle de Rutherford au modèle planétaire, dans le sens où j'ai mon Soleil, puis j'ai mes planètes qui tournent autour du Soleil. On dit que le modèle de Rutherford, lui, il est semblable à ceci. Donc, à partir de ce que tu as appris jusqu'à présent, tu peux prendre une feuille lignée pour répondre à ces deux questions. Donc, quelle est la différence entre le modèle de l'atome de Thomson et celui de Dalton? Puis, dessine le modèle de l'atome de Rutherford. Finalement, on a eu un dernier scientifique qui a contribué au modèle de l'atome comme on le connaît aujourd'hui. Donc, le modèle de l'atome de Rutherford expliquait l'existence d'un noyau à charge positive comme on vient juste d'en parler. Toutefois, de nombreux scientifiques s'y sont opposés. À cette époque, on savait que des objets aux charges positives s'attirent. Beaucoup de scientifiques se demandaient donc si le modèle de Rutherford est juste. Pourquoi les électrons ne tournent-ils pas en spirale dans le noyau? Pourquoi les électrons ne le frappent-ils pas?
Donc, en 1912, Niels Bohr a répondu à cette question. Bohr croyait que le modèle atomique de Rutherford était juste, mais cependant incomplet. Il était fasciné par ce qui arrive quand un courant électrique passe dans l'hydrogène. Les atomes d'hydrogène émettent des bandes de lumière qui forment un motif. Selon lui, chaque bande de couleur correspond à une quantité d'énergie différente. Donc Bohr voulait prouver par sa nouvelle théorie de l'atome que chaque élément émet des bandes de lumière uniques, différentes. Bohr croyait que les électrons se déplaçaient dans des régions précises ou aussi appelées des niveaux d'énergie. Donc, pour passer d'un niveau d'énergie à un autre plus élevé, un électron doit absorber une quantité d'énergie précise qu'on nomme le quantum. On compare les électrons à une personne sur une échelle en fonction de la position de chaque barreau. Donc, on compare les électrons à une personne qui atteint différentes hauteurs sur une échelle. Donc, comme vous pouvez voir, Bohr a rajouté au modèle de Rutherford, il a gardé le noyau, mais dit maintenant qu'il y a différents niveaux d'énergie sur lesquels peuvent se trouver les électrons. Donc, si on prend notre échelle comme comparaison, on regarde notre monsieur ici, il peut être soit sur cette marche-là, soit sur cette marche-là, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Il ne peut pas nécessairement se trouver entre deux barreaux. Donc, ce modèle de l'atome a un noyau central positif, comme Rutherford l'avait dit, et des électrons qui tournent autour du noyau. On le nomme souvent le modèle Bohr-Rutherford, puisqu'il y a des contributions des deux scientifiques. Donc, ça, c'est le dernier modèle qu'on connaît présentement où on a un noyau positif avec des électrons qui tournent sur différentes couches ou différents niveaux d'énergie. Donc, les scientifiques savaient que l'atome possédait un type de charge positive bien avant que Thomson propose son modèle de l'atome. Le modèle de l'atome de Rutherford montre cette charge positive dans le noyau. Après de nombreuses années de travail, les scientifiques ont reconnu cette charge positive et l'ont nommé un proton. Donc, un proton, c'est une particule à charge positive qui constitue tous les noyaux atomiques. Donc, on voit ici une photo d'un noyau atomique. On a des particules positives, mais on a aussi des particules neutres. Donc, des preuves indiquaient que le noyau n'était pas uniquement constitué de protons. Rutherford savait que la masse d'un noyau était supérieure à la masse des protons. Donc ça voulait dire que puisque la masse était plus élevée, il devait évidemment y avoir quelque chose d'autre qui formait le noyau. Donc c'est à partir de ces observations qu'il a déduit que le noyau était constitué de deux types de particules, le proton et une particule neutre. Donc, cette particule neutre, c'est nommé un neutron. C'est une particule qui n'a aucune charge, une charge neutre, qui constitue presque tous les noyaux atomiques. Donc, le noyau d'un atome est constitué de protons et de neutrons. Les protons et les neutrons sont aussi des particules subatomiques, comme l'électron. Donc, n'oubliez pas, ces particules subatomiques composent tous les noyaux des atomes, mais sont invisibles à l'œil nu. Donc, c'est ce qui complète la leçon d'aujourd'hui. Tu peux te rendre à la page 185 de ton manuel pour compléter l'activité 5.3, le modèle atomique dans l'histoire. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est lire l'activité, puis compléter une ligne du temps où tu noteras l'évolution du modèle atomique selon les différents scientifiques qu'on a discutés aujourd'hui.